Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans une affaire assez hallucinante. La scène politique en France est occupée maintenant par des gens qui n'ont pas de niveau, qui sont vraiment bêta, enfin qui sont vides, qui sont des gens des lâches, des gens sans expérience, sans érudition, sans courage, etc. Et qui sont présélectionnés par des oligarques qui ont mis la main sur le pays. Des gens comme Bolloré, par exemple, ils font de l'intégration verticale. Bolloré, il finance des gens qui écrivent des bouquins. Donc, c'est publié par son éditeur, par exemple Grasset. Après ça, il le vend, il a acheté les relais H donc c'est l'intégration. Après ça, il a acheté, je crois que c'est le CSA, il a acheté donc des instituts de sondage pour dire du bien des bouquins. Après ça, il a acheté des médias pour dire du bien à partir des sondages pour monter voilà. Donc, en fait, quelqu'un comme Bolloré, c'est quelqu'un qui a vraiment fait une intégration verticale. Il a tout. Il a l'éditeur, la radio Europe 1, la les télé moyens de la CNews, puissance, ouais. l'institut de sondage, le réseau de distribution avec les relais H. Et donc, c'est devenu un homme d'influence, si vous voulez, et qui décide de qui il veut. Alors, il n'est pas le seul dans le cas. Lui, c'est le cas le plus allégorique, si l'on peut dire. Et donc, ils font quoi? Ils promeuvent, en fait, des gens qui n'ont pas le niveau. Ils vont pas promouvoir quelqu'un comme quelqu'un qui a de la personnalité, quelqu'un qui veut damer le pion. Ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est que notre appartenance à l'Union européenne, notamment depuis l'acte unique de 1986, renforcée par le traité de Maastricht de 92, a posé le principe, c'est vraiment l'un des principaux basculements de l'histoire contemporaine, le principe de la libre circulation des capitaux. Ce principe qui a donné naissance à ce qu'on appelle le capitalisme financier. Et il faut bien comprendre que c'est ça qui a donné la clé, en fait, pour des hyper-fortunes. Puisqu'auparavant, les gens qui avaient beaucoup d'argent en France, les milliardaires en France, il y en avait. Dans les années 60, il y avait Sylvain Floirat, qui possédait Europe 1. Mais il avait une fortune qui était misérable par rapport à la fortune des milliardaires américains. Il devait avoir l'équivalent peut-être d'aujourd'hui, peut-être de 500 millions d'euros, ce qui était quand même beaucoup, mais c'était pas bon. Et pourquoi ça? Parce que quand vous étiez milliardaire en France dans les années 60, vous ne pouviez pas sortir cet argent de France. Ou alors il fallait l'autorisation de la direction du Trésor pour construire une usine, par exemple, PSA en Iran. Mais ça s'était donné à condition de vérifier quel était l'avantage pour l'entreprise, quel était l'avantage pour l'Iran, quel était l'avantage pour la France, est-ce qu'il y avait des conséquences. À l'époque, ça n'avait que des avantages. La France prenait pied industriellement en Iran, renforçait les relations. Il y avait une logique de puissance. Il y avait une logique de puissance, et puis on ne pouvait pas réimporter en France des produits fabriqués en Iran. Donc et au contraire, ça a augmenté la production de pièces détachées à Sochaux qu'on envoyait en Iran. Donc tout le monde était content. Voilà. Mais ça, c'était un investissement d'introduction, ça a été validé par l'investissement du Trésor. Mais maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, vous pouvez aller faire vos usines à l'autre bout du monde et importer les produits que vous fabriquez à l'autre bout du monde. Résultat des courses, ça veut dire que c'est la destruction progressive de l'appareil industriel français. À la fin des années 70, moi, quand j'étais étudiant à HEC, je me rappelle que le PIB de l'industrie représentait à peu près 25 à 28% du PIB. On est tombé à 9%. C'est bientôt la destruction totale. On voit un effondrement tous azimuts, notre agriculture, parce qu'on a signé 18 accords de libre... Enfin, l'Union européenne a signé 18 accords de libre-échange. Il n'y a pas qu'avec le Mercosur. Donc, ces accords de libre-échange, si vous voulez, quand vous avez une zone très riche, avec des protections sociales, avec des charges sociales, avec des niveaux de salaire, et qu'on les met en contact brutaux avec le Bangladesh ou le Vietnam ou la Chine, ou l'Inde, c'est réglé comme papier à musique. Donc, on assiste à une baisse du niveau de vie des gens. Mais au profit de qui? Au profit justement de ceux qui détiennent les capitaux. C'est tout le charme du capitalisme financier. Et il n'y a pas besoin d'être communiste pour dire ce que je dis, parce que c'est la pure vérité. Donc le résultat des courses, c'est que l'on voit depuis l'an 2000, la pauvreté en France ne cesse que de réaugmenter, alors que depuis l'après-seconde guerre mondiale, la pauvreté et la grande pauvreté avaient continuellement baissé tout au long notamment des 30 Glorieuses. Maintenant, ça remonte, et ça remonte très fort en ce moment. Les classes moyennes ont commencé aussi leur dégringolade. Et à l'autre bout de l'échelle, vous avez des gens qui deviennent multimilliardaires.
Dans les années 60, Sylvain Floirat avait peut-être l'équivalent de 500 millions d'euros. Aujourd'hui, la France compte parmi les deux, quasiment l'homme le plus riche du monde et la femme la plus riche du monde. L'homme le plus riche du monde étant Bernard Arnault. Alors, bon, il est quand même dépassé maintenant par Elon Musk. Bon. Mais enfin, il est dans les 2, 3, disons dans le top 3, top 4, bien. Et Madame Bettencourt-Meyers, elle est la femme la plus riche du monde, en fait. Et c'est en France où on n'a que 68 millions d'habitants. Donc, ça veut bien dire, c'est très important ce que je dis. Et donc, les gens qui ont énormément d'argent, ils n'ont pas envie que quelqu'un comme moi ait la parole. Parce que moi, quand je dis qu'il faut que nous sortions de l'Union européenne, c'est pas un objectif en soi. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est notre seul programme. Les gens qui croient ça, je leur conseille de taper sur Google Asselineau programme. Et puis ils verront si nous, on a au contraire un programme extrêmement détaillé. Et surtout, la grande différence, c'est qu'il est applicable. Puisque les autres présentent des programmes qui souvent sont d'ailleurs des vœux pieux, des choses très, très générales. J'ai vu que le programme de M. Attal, c'est combattre le chômage. Oui, bon, bah, évidemment. Réenchanter la politique. Réenchanter la politique. Enfin, ils ne savent plus quoi dire. Le Parti socialiste vient de lancer un think tank qui s'appelle NOS. Ils avaient fait le coup en 2016. Benoît Hamon avait lancé un think tank qui s'appelait Elpis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça avait fait rigoler tout le monde. C'est des mots grecs, mais enfin, c'était assez peu euphonique de Elpis. Donc là, ils ont changé. C'est Nos, ça veut dire la connaissance. J'ai vu ça, c'était avant-hier. J'ai regardé, et c'est quoi? Et alors, voilà, ils se creusent la tête pour savoir quel est le programme qu'ils vont pouvoir proposer aux Français. Le premier sujet qui leur est tombé sous la main, le sommeil. Oui. Mais c'est dingue, enfin... On est au bord d'une guerre nucléaire peut-être avec la Russie. La France est en train de s'effondrer financièrement. On est au bord d'une faillite générale. On a l'industrie quasiment en dessous de tout. L'agriculture familiale va peut-être disparaître définitivement, surtout si on fait entrer l'Ukraine dans l'UE. L'immigration est torrentielle, etc. Et donc... voilà, le programme du PS, ils vont se creuser la tête sur le sommeil des Français. Bon, alors je reviens à ce que je disais. Nous, là, moi, je ne veux pas sortir de l'UE, pas pour le principe de sortir de l'UE, c'est parce que c'est pour appliquer un véritable programme, pour redresser la barre, et notamment arrêter absolument les délocalisations industrielles, ou du moins les contrôler. Comme d'ailleurs les contrôles de tous les pays qui marchent. Il n'y a pas de libre circulation des capitaux en Chine ou en Inde, pas du tout. Oui. Nous, il n'y avait pas de libre circulation des capitaux sous Vincent Auriol, René Coty, De Gaulle, Pompidou, Giscard et Mitterrand jusqu'en 86, pendant les 30 Glorieuses. Donc moi, je voudrais... Et à partir du moment où on rétablirait le contrôle des mouvements de capitaux, ça veut dire déjà qu'on torpillera la fiscalité, l'évasion fiscale des entreprises, qui se chiffre en dizaines de milliards. Je dis pas qu'on arrivera à tout supprimer, mais on pourra déjà, ça permettra déjà très largement de lutter contre cette évasion. Ça fera rentrer des dizaines de milliards dans les caisses de l'État. Et puis, à partir du moment où on aurait rétabli la libre le contrôle sur les mouvements de capitaux, on arrêtera la fuite, la perte d'industrie. Comme en plus de ça, on sortira de l'euro et qu'on créera la monnaie française, cette monnaie se dépréciera. Alors, on peut l'estimer, le taux de dépréciation par rapport au cours pivot actuel vis-à-vis du dollar, de l'euro. En gros, le franc nouveau perdra à peu près 15%. Et on le voit à partir du solde de la balance des paiements courants à l'intérieur du système Target 2. Je dis ça pour les gens qui sont spécialistes. Bon, si on sort de l'euro, si on recrée le franc, on aura donc une monnaie qui se dépréciera de 15%. Comme toute chose en économie, il y aura des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est quoi ? C'est que les importations coûteront 15% plus cher, notamment les hydrocarbures. Mais là, on essaiera, comme vous savez que le prix à la pompe, il y a 50% de taxes, on baissera un peu la taxe pour éviter le coût sur les Français. Chose qui, si je veux élever le débat, il y a quelque chose qui est quand même un vrai problème, je pense. C'est est-ce que la démocratie à l'occidentale n'est pas en train de tuer le monde occidental, en fait. Parce que vous avez... Je ne dis pas que ce sont des modèles, mais quand vous avez un régime comme le régime chinois, où il n'y a pas de démocratie, mais il y a une espèce de sélection des meilleurs, en fait. Une aristocratie, au sens étymologique, Aristos, les meilleurs. Il y a une espèce d'aristocratie mandarinale
le Parti communiste chinois, d'abord c'est un pays qui n'est plus communiste, hein, la Chine, c'est un pays qui apporte le nom de Parti communiste chinois, c'est un peu comme le PCF en France qui n'est plus communiste, c'est un parti woke, culture, LGBT culture, mais ça, Karl Marx se retournerait dans sa tombe s'il entendait Yann Brossa. Mais donc en Chine c'est pareil, le mot Parti communiste ne doit pas leurrer, c'est devenu un pays de capitalisme, mais où il y a toute les infrastructures, enfin les superstructures de la Chine, les dirigeants chinois ont subi un processus de sélection et ils ont vraiment des gens très très intelligents au sommet à la fois de l'État et des entreprises. Et l'État, on l'a vu, comme en Russie, ne se laisse pas damer le pion par des oligarques. Dès que quelqu'un, un milliardaire, commence à avoir beaucoup d'argent, il lui donne un coup sur la tête pour qu'il obéisse. Hein, on l'avait vu avec Jack Ma, par exemple, c'est un mec qui était, ils sont envoyés au Laogai pendant 1 an ou 2. C'est comme Poutine quand il avait maté les oligarques. En Europe occidentale et aux États-Unis, c'est le contraire. Parce que Israël est dirigé par une bande de fous furieux. Parce que c'est l'extrême droite israélienne. Et en France, il y a eu des moi, j'ai toujours le souci de bien distinguer les dirigeants actuels d'Israël, c'est-à-dire l'extrême droite, non seulement Netanyahou, mais ces deux ministres d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, qui sont vraiment l'extrême droite. Ben-Gvir, c'est quand même le ministre de la Sécurité, c'est lui qui a fait voter à la Knesset une loi inimaginable, comme on n'avait pas vu depuis l'Afrique du Sud de l'apartheid, c'est-à-dire une loi de peine de mort qui s'applique concrètement uniquement aux Palestiniens. C'est-à-dire que si un Palestinien tue un Israélien juif, c'est la peine de mort, mais si dans le cas inverse, non, pas du tout. C'est quand même incroyable. Donc, dans le monde, au XXIe siècle, qu'on en soit là. Et donc, ça, c'est une chose, mais ça n'est pas de la même chose ça serait antisémite que de dire que tous les juifs sont derrière ça. C'est pas vrai. Il y a une opposition à Ben Netanyahou. D'ailleurs, avant le 7 octobre 2023, avant l'affaire des attentats, Netanyahou, qui a été plusieurs fois Premier ministre au cours des 20 dernières années, Netanyahou, sa position était très, très fragilisée. Il était en conflit avec la Cour suprême. Il sait que s'il quitte le pouvoir, c'est un peu comme Zelensky en Ukraine. Dès que ces gens auront quitté le pouvoir, ils ont aux trousses tout le monde, hein, parce que Netanyahou, il est poursuivi pour corruption, des choses comme ça. Et donc, il y a une forte opposition en Israël il y avait une forte opposition à Netanyahou, et il y a eu le même phénomène que je disais en Iran. Il y a quand même eu un peu un phénomène d'union nationale au moment où il y a eu ces attaques et puis pendant la guerre. Mais quand même, c'est-à-dire que l'absence totale de décence dans ce qui s'est passé à Gaza. Netanyahou, il est quand même poursuivi officiellement par la Cour pénale internationale pour crime de génocide. C'est quand même pas rien. Même si en France, vous avez tout le lobby pro-israélien qui s'agite pour dire que c'est un scandale. Or, quand on voit ce qui s'est passé à Gaza, le vrai scandale, c'est de trouver que c'est une bagatelle. Après ça, il a poussé à la guerre contre l'Iran. Là, il est en train au Liban de faire des exactions inimaginables. Il y a des milliers et des milliers de morts, on n'en parle quasiment pas. Donc, il s'est mis à dos pas mal de gens, et il s'est mis à dos une partie très importante de l'opinion publique américaine. Donc ça, c'est quand même nouveau. Même en France, vous avez vu qu'en France, on a quand même un gouvernement qui maintenant a interdit du territoire Itamar Ben-Gvir. Donc ça veut dire que même les gens les mieux disposés à l'égard d'Israël, il y en a quand même un certain nombre qui disent que c'est quand même un peu beaucoup. C'est vrai que c'est très inquiétant, parce que les Israéliens devraient se méfier d'eux-mêmes et devraient, à mon avis, se séparer de cette extrême droite, parce que fort heureusement, il y a beaucoup, même parmi nos compatriotes juifs, moi j'en connais beaucoup, qui sont tout à fait d'accord avec ce que je dis, qui sont outrés par la politique de Netanyahou, par la politique de Ben-Gvir, et qui se doutent que ça ne peut que tourner quand même assez mal dans cette histoire. Ils peuvent pas quand même être seuls contre tout le monde entier. Enfin, il y a quelque chose qui est malsain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est que il y a même, enfin, d'après les échos de
presse, c'est sorti il y a 2 jours. Là. Trump aurait eu au téléphone Netanyahou, l'aurait insulté en disant mais t'es complètement cinglé, ça suffit comme ça, t'es en train de détruire toute l'image de l'Amérique, mais c'est de l'image d'Israël dans le monde entier, c'est la réalité. Donc il disait la situation que nous vivons, c'est une répétition historique, c'est un schéma historique qui est déjà connu, et donc il y a 3 chances sur 4 que ça se termine par une guerre des États-Unis contre la Chine. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Vos avis en commentaire. À bientôt.